C'est l'heure du débriefing de l'UFC 313, les gars. Donc là, il y a eu des choses. euh, C'était un UFC totalement controversé par rapport aux pronostics, par rapport à tout ça. Il y avait plein de choses qui étaient très belles, des belles choses à voir. Il y avait des choses où j'ai des problèmes avec les juges. Il y avait des choses où j'ai des problèmes avec les performances. Et ce UFC 313, on va le débriefer ensemble dans cette vidéo, les gars. Un peu de watch time, les gars. Restez jusqu'à la fin pour parler de Pereira. N'oubliez pas, mais on va commencer crescendo avec les pré-préliminaires. Enfin, déjà avant tout ça, combat annulé de Curtis Blade. Je sais pas ce qu'il avait, je crois qu'il avait la chiasse, il était malade ou je sais pas quoi. Combat annulé de Guy Thérèse aussi, également dans les pré-prélims. Donc la soirée, au lieu qu'elle commence à minuit et demi, elle a commencé à 1h30. Ils veulent pas nous faire kiffer. En France, l'UFC, il y en a marre de se coucher tard. Enfin, de se coucher tôt. Bon, pour le coup, moi je me suis couché, il était 7h30 du matin. Donc le seul et unique combat pré-préliminaire early prélim, ouais, c'est comme ça en anglais je crois. Early prélim, c'était Jordan Santos contre Ozzy Diaz. Les gars, passez un petit coup de fil au juge et dites-leur de m'appeler. Je veux savoir comment ils ont scoré ce fight. Parce que moi je voyais un Jordan Santos quand même un peu plus, comment dire, il avait l'avantage sur Diaz. Et après, bon, Diaz est bien revenu un moment, mais moi je voyais quand même ce Jordan Santos gagnant à la décision. Pas Diaz, j'ai pas compris. Et c'est pas le seul fight où j'ai des problèmes avec les juges, les gars. Donc si jamais vous avez le numéro des juges, dites-le moi dans les commentaires. Deuxième combat de la soirée, c'est sur la carte préliminaire. À la base, c'était sur les early prélims également, mais ils l'ont monté sur la carte préliminaire parce que Curtis Blade s'était annulé comme je vous l'ai dit. Donc on a eu Myron Santos contre Francis Marshall. Le deuxième vol est le plus gros vol de la soirée, les gars. Ça, c'était un vol magistral. Parce que Myron Santos est annoncé comme le petit crack, le jeune crack qui arrive. Et Francis Marshall, lui, franchement, il a fait un combat mais parfait. Et j'ai pas compris. Myron Santos qui gagne à la décision après un fight incroyable de Francis Marshall. Expliquez-moi, les gars. Sur l'autre combat de la soirée, on a encore eu Alex Morono contre Carlos Lille. Alors, ce combat-là, dans mes pronostics, j'avais mis Carlos Lille victoire par KO au deuxième round. Et bah, les gars, il a fini ça au premier round. 4 minutes 16 premier round. C'était un combat, on va dire, à sens unique. On a eu un Morono qui était un punching ball humain. Il savait plus quoi faire. Il était totalement dépassé par les points, le punch de Carlos Lille. Morono était perdu dans ce fight-là. Même ses coups de pied étaient aléatoires, ses kicks aléatoires, ses punches aléatoires. Je ne sais pas ce qu'il a fait Alex Morono dans ce combat, mais en tout cas, belle victoire de Carlos Lille. Moi, j'avais prévu KO, donc belle victoire. Ensuite, on a eu aussi sur cette carte préliminaire, on a eu Bruno Ferreira contre Armen Petrosian. Armen Petrosian, c'était son retour après son KO contre Shara Magomedov. Donc le retour, c'était dommage. Il a perdu par soumission contre ce Bruno Ferreira. Moi, je voyais une victoire je voyais une victoire par KO de Bruno Ferreira. Mais voilà, petite soumission. C'était un très beau combat quand même. Mais allez, on va dire, ce combat, si je le note, c'était un 6 sur 10. C'était quand même agréable à voir. Sur les prélims, on a aussi eu Joshua Van contre Tsuruya. Japonais de Tsuruya, un peu profil à la Mokaef. Celui-là qui s'est fait virer de l'UFC, qui s'était fait cut de l'UFC. Un Tsuruya qui est très très bon au sol. On avait un Van, j'avais l'impression qu'il avait un petit peu peur du sol. Donc il il avait pas assez de fantaisie, il avait peur de ce sol de Tsuruya. Au final, moi j'avais dit Joshua Van, victoire à la décision, mon pronostic était juste. Joshua Van a gagné à la décision contre le japonais de Tsuruya. On passe directement sur la main card, la carte principale de cette soirée, parce que c'est là où on a le plus de choses à dire sur ce qui s'est passé. On avait une belle carte avec du Mauricio Ruffi, du Bobby Green, du Amanda Lemos contre Lucindo, du Bahamondes contre Turner, du Geji contre Fiziev et du Pereira contre Ankala F. Donc si vous regardez cette vidéo de débrief, je pense que vous connaissez les résultats, mais on va essayer d'en parler ensemble dans cette vidéo. Avant tout les gars, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, c'est le début de la chaîne. Regardez un petit peu le contenu de la chaîne, il y a des interviews de combattants, c'est incroyable les gars, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler. Après des interviews, elles durent un petit peu,
un petit peu longtemps, 1 heure et demie, regardez ça en 2 fois. Vous regardez ça dans la voiture quand vous faites un petit trajet. Mais abonnez-vous, mettez des commentaires et likez les vidéos, c'est important les gars. Pour commencer cette main card qui a commencé à 4h30 au lieu de 4h, alors qu'il y avait des combats annulés, allez m'expliquer pourquoi ils nous font attendre comme ça. On a commencé cette soirée avec Bobby Green contre Mauricio Ruffi. Mauricio Ruffi, j'avais prédit un KO de Mauricio Ruffi, victoire par KO au deuxième round. Et bah les gars, vous avez vu ce coup de pied retourné de Mauricio Ruffi. Incroyable, c'est le highlight 2025. Si vous ne l'avez pas vu, tapez Mauricio Ruffi contre Bobby Green. Et je peux vous dire que Bobby Green, franchement, ces 2 derniers combats, il a dormi. Paddy Pimblett, dodo. Mauricio Ruffi, dodo. Et là, ce coup de pied retourné incroyable de Mauricio Ruffi. KO de l'année, les gars. Que dire? Pour l'instant, c'est le KO de l'année. Ce qui me faisait peur avec Mauricio Ruffi, et ce qui me fait encore peur pour les futurs combats, c'est que c'est un gars qui cherche les highlights. Il veut les highlights, il veut les KO. Et souvent, quand on cherche les highlights, quand on cherche les KO, on laisse souvent des ouvertures parce qu'on veut faire le spectacle. Donc, ça me fait un peu peur pour la suite de Mauricio Ruffi. Pour l'instant, ce Fighting Nerds est totalement en place et peut gravir les échelons. D'ailleurs, il a totalement abandonné son call-out sur Benoît Saint-Denis. Il est passé directement à Dariush. Donc là, Benoît Saint-Denis, il a oublié. Il sait que maintenant, il y a une ligne droite. Benoît Saint-Denis, on en parlera d'ailleurs à la fin de la vidéo, parce qu'il y a des choses à dire, les gars. Mais très beau combat de Ruffi, un KO splendide, allez voir ça. Petit combat féminin de la soirée, le seul et l'unique entre Amanda Lemos et Jasmine Lucendo. C'est un combat où tout le monde était assez incertain sur la victoire. C'était assez divisé entre ce Lucendo et Lemos. Combat qui était, voilà, l'intensité un petit peu redescendue, c'était un peu plus calme. Beaucoup de sol, des retournements de situation quand même. Lucindo a quand même prouvé quelques bonnes choses. On va pas s'attarder sur son combat, mais on a une victoire à la décision de Lemos. Moi, j'avais prédit une victoire de Yasmine Lucindo. Finalement, bah voilà, défaite à la décision. On continue sur cette main card avec un combat que j'attendais pas mal parce que pas beaucoup ont parié sur lui. On a eu Jalin Turner contre Ignacio Bahamondes, les gars. Bahamondes, c'est le gars qui commence à monter et qui commence à faire ses preuves. Avant Jalin Turner, Bahamondes, il était sur 2 victoires par KO au premier round. C'est pour ça qu'il a été propulsé au troisième combat de cette soirée de l'UFC 313. Donc, pour la suite de Bahamondes, c'est très prometteur, les gars. Là, il a gagné contre Jalin Turner en soumission au round 1, les gars. Donc, KO, soumission. Alors là-bas, c'était un striker. Et là, il nous fait une soumission. Donc, franchement, il est totalement complet, Bahamondes. Je suis impatient de voir la suite. D'ailleurs, Jalin Turner, après ce combat-là, il a déposé les gants. Bon, il l'a pas déposé devant les caméras. Mais il prend sa retraite. Il arrête. Il en a marre. C'est fini pour Jalin Turner. Ensuite, on a eu Justin Gaethje contre Rafael Fiziev. Alors moi, je m'attendais à un gros bloody fight où ça allait pisser le sang, comme un peu au premier combat de Gaethje contre Fiziev. Au final, c'était un petit peu plus calme. Ce qui m'a étonné, c'était Gaethje qui a fait beaucoup de box style dans ce combat. On voyait beaucoup de clinch, alors qu'on sait très bien que Fiziev, pendant ces 2 ans, il était beaucoup en Thaïlande, notamment avec son coach de striking, qui est français. Il a fait beaucoup de Muay Thai. Et c'est marrant que Justin Gaethje ait décidé de partir avec beaucoup de clinch, ce qui lui a réussi en plus à Justin Gaethje, parce qu'à un moment, on a vu ce clinch et cet uppercut passer dans la tête de Fiziev, qui a bien secoué Fiziev d'ailleurs. Mais bon, Fiziev, short notice, il a fait un combat quand même incroyable pour un short notice, sachant que ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu. Justin Gaethje, on voyait peut-être qu'il avait quand même un peu peur du KO après ce KO contre Holloway. Donc, bon retour de Gaethje, bon retour de Fiziev. Respect aux deux, c'était un très beau combat et c'était du coup victoire à la décision de Justin Gaethje. Donc dans mes pronostics, moi j'avais misé sur une victoire décision de Justin Gaethje. Donc là je ne me suis pas trompé, même si j'avais peur, je me suis dit ça n'a jamais allé à la décision quand j'ai vu le premier round. Au final, décision de Justin Gaethje. Donc voilà, vous avez un fight heureux là. Passons tout de suite au main event entre Alex Pereira et Magomed Ankalaev. Alors, moi j'étais en live sur TikTok pour la carte, pour un peu commenter et parler avec les abonnés. D'ailleurs, merci à tous, on était à peu près 500 dans ce live. N'hésitez pas les samedis à venir sur TikTok, fight-actu, et regarder ces lives. On peut débriefer ensemble à chaque interround, on peut débriefer ensemble après les combats. Il y a des belles discussions, des sondages. Enfin, j'essaye d'animer le chat comme je peux, les gars. Donc venez sur TikTok, fight-actu. Et d'ailleurs, sur ce chat-là, au début de la carte,
j'ai annoncé que Alex Pereira contre Magomed Ankalaev, ça va être un des combats les plus ennuyants de la soirée. Je crois que je me suis pas raté. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas trouvé ça ennuyant, mais moi j'ai trouvé ça assez ennuyant. C'est vrai quand Ankalaev dit que Pereira il fuit un petit peu le combat, bah ouais, il a fui le combat. J'ai l'impression que Pereira il est encore là 2 jours après en train de cadrer Ankalaev parce que c'est ce qu'il a fait tout le combat. Il nous a pas montré sa boxe. Pereira, il a fait que de cadrer et chercher le coup dur. Ce qui n'a pas marché parce qu'il n'a pas trouvé le menton d'Ankalaev. Alors je ne sais pas si c'est la barbe ou pas, mais il n'a pas trouvé le menton d'Ankalaev. Alors qu'on a vu un Ankalaev avec une belle boxe quand même, avec des belles esquives, des frappes au corps suivies à la tête. Franchement, Ankalaev, il a géré son combat de A à Z. Alors on a vu un Alex Pereira assez... il a eu un cutting assez difficile. On a vu quelques vidéos. Je pense que Alex Pereira n'est plus fait pour cette catégorie, les gars. Ça y est, il a 37 ans. Le cutting, c'est trop dur pour lui. Il vient de perdre sa ceinture. La suite d'Alex Pereira, on en parlera après, comme la suite de Benoît Saint-Denis, je vous ai dit avant. Mais ce combat, voilà, une décision pour Ankalaev, avec un très beau combat. Ce que j'ai bien aimé chez Ankalaev, c'est que il a fait du striking, ce qu'on n'attendait pas du tout. Il a fait du striking sur ses 2 premiers rounds, il me semble, 2 ou 3 premiers rounds. Et vu qu'il a géré son striking, qu'il a marqué beaucoup de points, le game plan, c'était après, tu pars en lutte, tu sécurises. Il a sécurisé avec sa lutte, en mettant encore quelques points, avec des crochets, mais il a sécurisé le fight, et c'est comme ça qu'il a gagné. C'était un combat très intelligent de la part de Magomed Ankalaev. Après, est-ce que c'est un champion ennuyant? Est-ce que Dana White est content? Je pense pas. Ça fait pas vendre de pay-per-view. Entre Bella, Ankalaev, Dricus du Plessis, c'est des gens qui vendent pas beaucoup de pay-per-view. Je dis pas que leurs combats sont ennuyants, mais il n'y a pas vraiment de divertissement avec ces gens-là, vous voyez. Bon, la suite de Pereira. La suite de Pereira. Alors, une montée en poids lourd, ce qui est possible. Donc, est-ce qu'on va voir un Cyril Gane contre Pereira, un Aspinall Jones, et après un combat pour la ceinture entre les deux victorieux de ces combats, je sais pas. Moi, je pense que Alex Pereira n'est plus fait pour cette catégorie. Il souffre trop dans ses cuttings. Et d'ailleurs, en parlant du combat d'Ankalaev, je ne l'ai pas dit, mais j'ai l'impression qu'il l'a aussi pris un peu au léger ce combat. J'ai l'impression que l'entraînement, il ne l'a pas fait à fond. Enfin, c'était un peu. On voyait dans ses vidéos, après les vidéos, ça veut rien dire, mais on dirait qu'il n'a pas pris en sérieux Ankalaev. Bref, la suite de Pereira. On sait que Dana White, cette semaine, a créé son organisation de boxe. Donc, peut-être qu'on verra un Pereira contre Usyk. Usyk peut peut-être prendre un Pereira pour son dernier fight en boxe, histoire de se faire encore Maxi Moula. Donc Pereira Usyk en boxe, et c'est un combat assez facile pour Usyk, il faut se l'avouer, donc pourquoi il ne le prendrait pas? Ça, on peut peut-être voir cet été dans l'organisation de boxe de Dana White. Ensuite, soit une montée en poids lourd, mais bon, ça j'y crois un peu moyen, je sais pas, il faut voir pour la suite. Ou un rematch contre Ankalaev, et ça, ce qui me chauffe pas du tout, les gars. J'ai pas envie de revoir ce combat Ankalaev Pereira, hein. À moins que ça change, mais là c'était ennuyant, c'était ennuyant. J'étais fatigué à la fin de ça. Bref, les gars, je vous ai dit qu'on allait parler aussi de Benoît Saint-Denis parce qu'il y a eu beaucoup de combats dans cette catégorie de lightweight. Surtout, on a eu Geji Fiziev, on a eu Ruffy contre Green. Donc cette catégorie, elle va pas mal bouger et j'ai peur de ça, les gars. J'ai peur d'une seule chose, que cette catégorie bouge beaucoup et que notre Benoît Saint-Denis, il sorte du top 15 avec ce qui s'est passé. Le beau KO de Ruffy, Geji Fiziev ce combat, ça va un petit peu faire bouger les choses. Donc est-ce que Benoît Saint-Denis va sortir de ce top 15? Ça, on le saura mardi à 10h sur le site de l'UFC, les gars. Je ne sais pas comment ça va se passer la suite pour Benoît Saint-Denis. Il est censé prendre un Joel Alvarez qui est classé en dessous. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère qu'il va bien revenir, notre Français Benoît Saint-Denis. Mais je pense qu'il va certainement sortir du top 15 mardi. Et Ruffy peut peut-être prendre cette place dans le top 15 avec ces beaux combats qu'il fait là. En tout cas, big respect à la Fighting Nerds. On a vu la conférence de presse aussi également de l'UFC 314 avec Jean Silva qui a clashé totalement Bryce Mitchell. C'est un combat que je veux absolument voir. Moi j'y crois beaucoup au Fighting Nerds. Ruffy, Jean Silva, Prates et Caio Borralho. Les gars, c'est le futur de l'UFC. En plus, ils sont là, ils font le show. C'est le futur. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo débrief. C'était pas grand chose. Je voulais juste parler de ces combats de l'UFC 313. On revient à partir de la semaine prochaine avec des interviews. Si vous avez des idées de concepts dans les MMA, dites-le moi dans les commentaires. On fait ça, on se fait ça ensemble. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec moi.